La maille ultime du champ scalaire, insécable, l'ultime limite pour pouvoir toucher le calcul massivement parallèle de la nature. L'expérience métamathématique des deux fentes, qui décrit le réel observable, la géométrie de l'espace-temps et ses lois naturelles, au-delà du formalisme quantique actuel, de manière universelle, qui explique l'origine et la responsabilité du chaos à tous et à chacun, qui rend justice aux esprits socratiques. Bonjour à toutes les sommités académiques. Comme en 1604, je vous convoque pour contredire galiléennement votre langue à sa racine. Je vais tenter de vous parler d'un point galiléen hors de tous vos référentiels, qui est réputé impossible. Ne cherchez donc plus à le réduire par votre technique millénaire ou à mal le copier. L'expérience, qui en une seule dérivée, vérifie mes axiomes, la totalité des entiers et des choix infinis possibles. L'escalier qui couple la racine carrée de 2 à la place de 2, comme transport optimal. Voici le plan de ma démonstration qui se déroulera en 3 étapes qui seront rappelées au long de cette vidéo. Je vous présente la seule théorie du premier ordre qui décrit de manière unique une structure de domaines infinis. Homéomorphisme et difféomorphisme ergodique du carré et du cercle. La théorie complète, cohérente et consistante, sans biais. L'horloge cachée qui fait enfin apparaître la supersymétrie là où personne ne l'attend. Bienvenue dans le théâtre quantique, couplé au réel. Et vous voilà, vous. La clé pour comprendre la nature se trouve dans les propriétés des référentiels galiléens. En effet, ils sont tous égaux et différents. Qu'implique être un nombre premier? Ils ont cette caractéristique. J'ai eu l'idée de le transposer à comment devenir un corps premier de la chute des corps, puis à deux corps géométriquement 100% différents dont le plongeon isométrique suit. Reproduire une marche de plus à la chute des corps ne s'approxime pas. Être galiléen, c'est parvenir à coupler la logique quantique au réel, c'est une relation d'équivalence qui met à distance un langage. Je vous souhaite un bon voyage dans les deux fentes, au-delà du pays de Riemann, dans le réel observable. Démontrer en 30 minutes si P est égal et ou différent de NP. Démontrer la racine qui annule en tout point à 0,5. Les lambda d'Einstein, les deux vrais faux jumeaux de la supersymétrie du langage de la nature. La vraie question de fond, c'est quelle image invariante choisir pour rendre humainement compte du problème à n-corps premier. Étape numéro 1. Comment tombent les corps? Les invariants peuvent-ils être enrichis? Depuis 2500 ans, la pensée d'Aristote nous a en quelque sorte enfermés dans une suite de carrés sommables. Autrement dit, dans une recherche perpétuelle de réduire les choses pour qu'on puisse les additionner comme deux carrés, de manière à ce qu'il n'y ait pas de biais. Or, ce que je démontre dans cette vidéo, c'est que la nature ne fonctionne pas du tout comme cela. La nature fonctionne avec une addition de corps
100% non commutatifs, strictement égaux et différents en même temps. Libres ou reliés par une corde, tous les corps tombent à la même vitesse dès qu'on les lâche. La physique, depuis 1632, simplifie le problème à un type de corps. Comme en 1604, je le vois, mais est-ce vraiment vrai? Il doit exister un élément de réalité locale qui permettrait de tout comprendre autrement, disait Einstein en 1935. Or, le slinky n'existait pas sur Terre. Inventé en 1940, il n'a pas impacté le débat et personne depuis n'a eu l'idée d'enrichir les invariants par mes deux vidéos de droite. L'écart de chute est radical. Hormis le point de départ et d'arrivée, les deux chemins et les temps propres sont 100% non commutatifs. À l'arrêt, dans les deux cas, tous les corps tombent bien ensemble à la même vitesse, mais selon deux logiques 100% différenciables. Chacune peut voir et dire des choses à l'autre 100% impensables, contre-intuitives et pourtant tout aussi vraies. L'étape 1 est à présent validée. Il y a de la place pour une différenciation de la chute pour juxtaposer le discret et le continu. L'étape numéro 2 consiste à passer de deux corps réels, une plume et une balle de tennis, à deux géométries aux abstractions ultimes liées. Le professeur Tadashi Tokieda est l'homme clé pour saisir la suite de ma théorie. Il est le seul au monde à prendre au sérieux la logique des jouets dans le langage de la nature. Malgré mes tentatives de contact par email, et comme vous tous, il ne m'a jamais répondu. En 2015, il fait une présentation à la BNF et devant l'Académie des sciences sur le lien profond entre un jouet et la science dure. Instantanément, j'ai compris l'angle de la géométrie non commutative que je vais vous présenter, avec l'antiparticule que M. Tokieda n'a pas vu. Il m'a fallu 6 ans pour traduire en langage métamathématique mes nouveaux corps premiers qui ne sont dans aucun livre, aucune pensée, aucune image au monde. Ce langage sans équation décrit par l'expérience un topos classifiant particulier, observable, qui est le seul qui permette de parler et de penser entre toutes les langues de l'humanité, plus celui de la nature, sans biais. Une feuille de papier où j'ai pratiqué un trou carré et un disque en liège. D'accord? Et je plie ce trou et je peux y passer, oui, il passe très bien, le disque à travers. Hein? Je ne triche pas, enfin je vais commencer à tricher tout à l'heure, mais pas encore. Et il passe d'un sens et comme dans l'autre. D'accord? Mais lorsque j'ouvre la feuille et compare le trou avec le disque, vous constatez que le disque est plus grand que le trou. Le diamètre dépasse la diagonale du carré. Comment ça se fait? Je n'ai rien déchiré. Ce n'est pas possible. Mais je vais le faire de nouveau. Mais vous allez me dire que, ah non, non, Tokieda est en train de passer sous la feuille comme ça. Non, 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 je ne triche pas encore. Vous voyez que, vu du haut, ça passe vraiment. Et dans l'autre sens, aucun problème. Pourtant, le disque est plus grand que le trou de la feuille. Eh bien, c'est possible. À peine, parce que lorsque j'ai plié la feuille en deux, voici le trou que j'ai créé, et l'ouverture dont je peux profiter pour essayer de faire passer le disque est cette longueur. Eh bien, cette longueur était la diagonale du carré. Mais en prenant cette feuille, maintenant je vais tordre la feuille comme ça, jusqu'à ce que ces deux côtés soient alignés, et là j'écrase la feuille. Et ici, j'ai créé une ouverture dont la largeur est maintenant la somme des deux côtés, ceci plus ceci, et si vous vous souvenez de Pythagore, j'ai gagné un facteur de racine 2, presque 40%. Et ce qui fait passer ce disque, c'est ce facteur de racine de 2, alors que le trou semble plus petit, et effectivement, il est plus petit que le disque. Je vous invite à rentrer chez vous, et puis pas tout de suite, hein, mais rentrer chez vous, et de créer la même chose, et de recycler ce numéro pour agrémenter vos soirées mondaines. Et si vous voulez m'envoyer de l'argent après, bon, vous êtes la bienvenue. Très bien.
Donc, on va revenir là-dessus. Ce qui était impossible devient possible. Et c'est un trait caractéristique de ce que nous allons voir, c'est que lorsque on commence à plier un objet, il existe, vous savez sans doute, un art ancien au Japon qui s'appelle origami. Ori signifie plier, gami, papier, pliage de papier. Quand on commence à plier les choses, eh bien, on peut monter d'une dimension en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une feuille de papier telle qu'elle est, à dimension 2, c'est un objet de dimension 2, mais en faisant de l'origami, on peut profiter de la dimension supérieure ambiante dans laquelle nous vivons. En ayant ajouté et découvert 3 invariants de plus par rapport au professeur Tadashi Tokida, j'ai immédiatement compris que je pouvais, avec ce tour de passe-passe, accéder à la géométrie cachée de l'espace-temps de manière universelle. Les deux géométries étant superposées et intriquées, cela permet de faire du calcul massivement parallèle. Dit autrement, cela permet de raisonner par abstraction à toutes les échelles en même temps. Et du coup, ça explique aux gens ordinaires qu'on est pair. Avec un univers composé de 2 corps aux géométries non commutatives et du vide, et des plis du vide différenciables, on peut à présent tester les accélérations d'un corps ou de l'autre et comprendre que pour garder le même intervalle, il est nécessaire à présent d'intégrer autre chose que le tenseur de Riemann. C'est-à-dire que si on veut que les 2 corps gardent la mention toute chose strictement égale par ailleurs, il y a un élément radicalement nouveau, révolutionnaire pour le dire clairement, qui doit être compris pour corriger la décohérence. Après avoir trouvé l'antiparticule du tour de passe-passe du professeur Tokida, j'ai couplé les 2 géométries à la gravitation à 2 blocs espace-temps distincts qui ont chacun leurs plis incompatibles comme langage. Puis j'ai considéré le rond, le carré et le vide comme de vrais invariants des corps vivants, chacun avec sa forme, son langage, ses degrés de liberté et ses limites, en essayant de les faire interagir par des expériences galiléennes. Peuvent-ils se parler, se comprendre, apprendre l'un de l'autre, transmettre un élément de réalité de l'un à l'autre et inversement sans rien perdre, additionner sans biais des éléments 100% incompatibles? Est-ce possible? La nature nous dit ce qu'elle accepte ou ce qui décohère. En route vers le corps F1, la clôture canonique algébrique et géométrique des corps premiers finis. Il y a une structure extrême. Ce qu'il faut bien comprendre, par exemple pour l'hypothèse de Riemann, pas pour la gravité quantique, mais pour l'hypothèse de Riemann, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bon, bien sûr, on aimerait bien résoudre le problème, mais d'un autre côté, c'est un problème qui est un moteur de découverte et un moteur de pénétration de structure qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que ce serait terrible si quelqu'un arrivait à résoudre ce problème par une astuce. Ce qu'on espère, justement, c'est que ce problème, il est irrésolu par une astuce, mais que tant qu'on n'aura pas vraiment compris la structure sous-jacente au nombre premier, on n'arrivera pas à le pénétrer. Avec le tiers exclu et 2 chutes de 2 corps 100% différenciables, je pousse l'abstraction à son maximum. Dieu joue-t-il vraiment au dé dans les plis du vide, avec l'élément racine du cercle et l'élément racine du carré unité, avec ce lien entre pi et racine carrée de 2. L'étape 2 est validée. Il y a de la place pour passer à 2 corps abstraits aux propriétés lambda ultimes verrouillées. Quand le diamètre du cercle unité est strictement égal et différent de la racine carrée du carré unité, la diagonale du carré a alors son antiparticule moins racine carrée de 2 non commutative verrouillée avec une double précision infinie. Une différenciation
des deux corps dans le débat EPR de 1935 devient possible, qui respecte totalement la complémentarité de Niels Bohr. Ce sont donc à présent deux corps premiers, avec leurs antiparticules, deux types chromosomes des jumeaux et leurs lambda 100% égaux et différents, qui vont plonger dans la géométrie de l'autre dans une bijection révolutionnaire. Toutes choses restant strictement égales par ailleurs après transformation, en allant bien au-delà de la théorie galoisienne de l'ambiguïté. Permettez-moi de vous adresser un dernier souhait. Mon dernier souhait, c'est que vous retrouviez les yeux d'enfant. Car vous savez, la nature, non seulement la nature des laboratoires, la nature des classes, la nature des livres, la nature des séminaires, la nature des publications spécialisées, mais la nature qui nous entoure, la nature dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous mourons, dans laquelle nous aimons, cette nature, vraie nature, que nous avons tous les jours, elle est parsemée de beaucoup de germes de science qu'on aperçoit de temps en temps avec davantage de limpidité si on les regarde avec des yeux d'enfant. Je rêve, hein. S'il y avait des philosophes qui connaissent suffisamment les maths et qui comprennent les topos de l'intérieur, il y a peu de gens qui comprennent les topos de l'intérieur, il y en a très peu, ils seraient capables de donner des modèles qui seraient utiles pour beaucoup mieux apprécier ce genre, par exemple, de discussion, ce genre de situations qui sont en fait beaucoup plus subtiles par rapport à la notion de vérité que cette notion d'une inefficacité absolue que nous utilisons tout le temps, qui est un tel a raison ou un tel a tort. D'accord? Donc, Petit entracte avant l'infiniment petit, avant des accélérations ultra-violentes entre les mondes. Comment vraiment rien peut-il devenir un invariant nouveau à la seconde où notre conscience en prend connaissance? Seuls les Galiléens touchent cette propriété. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut à présent supprimer les corps. On peut supprimer le rond, le carré, et plongeons ensemble dans l'infiniment petit. On va enlever les plis, on va enlever les feuilles. Mes axiomes de départ enfantins, un rond, un carré, plongent maintenant, continuellement, dans l'inframonde, les espaces de Hilbert, les produits tensoriels non factorisables, intraduisibles à 8 milliards de personnes jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les espaces-temps, de toutes les horloges, toutes strictement égales et différentes au référentiel galiléen, quel qu'il soit, incluant même des référentiels inconnus futurs fonctionnant avec des langues 100% orthogonales. Nous voilà ensemble dans l'inframonde avec vos outils les plus puissants. Topos classifiant de Grothendieck, motifs, théorie des nombres, groupes abéliens, géométrie non commutative d'un cône, la supersymétrie que l'on cherche depuis un demi-siècle, la théorie galoisienne de l'ambiguïté, le programme de Langlands, la particule de Majorana, le groupe de Lorentz, la gravité quantique à boucle de Carnot, la théorie des cordes, les fentes de Jung, la décohérence, être mort, vivant en même temps, et la frontière entre les deux, dans une théorie complète, consistante et cohérente. Nous allons mettre tous vos outils dans ce coffre, puisqu'ils sont, et vous le verrez, totalement pris en compte. Étape numéro 3, contredire le formalisme par la pensée galiléenne pure. Tout d'abord, comme un enfant de 10 ans et avant de commencer la moindre expérience, visuellement, chacun comprend déjà qu'il y a infiniment plus d'informations, de précision et d'explications à attendre avec mon approche qu'avec vos outils limités d'un autre âge. Ma théorie n'a aucun mal à rendre compte du formalisme de vos deux approches. Dans le cadre de l'approche de M. Alain Aspect, chaque particule porte bien en elle
dans son petit volume d'espace-temps, l'ensemble des propriétés qui vont déterminer le résultat de n'importe quelle mesure. Les lambdas sont strictement 100% égaux et 100% différenciables. Je réintroduis ici la vision réaliste locale à la Einstein et non locale, à ma manière, du chemin des seuls galiléens que je déclare officiellement réouvert. Sans cette vision qui touche la racine du langage de la nature et de toutes les 6000 langues de l'humanité, vous ne pouvez pas avoir les lambdas dans les limites des inégalités de John Bell. Pour M. Serge Haroche, comme nous l'avons vu, mes deux particules, petit a et petit b, cercle unité et carré unité, au repos, peuvent parfaitement se transformer dans un état excité, grand A et grand B, en étant liés, étant des états superposés, grâce à deux fentes dans le vide, à la fois fixes et mobiles. Ce sont deux segments d'ADN premiers, où tout se passe, qui contiennent 100% de l'information, les lambdas, plus les ponts d'équivalence, plus le chemin unique de chaque point avec l'autre monde, la vitesse, la position. Le langage de la nature peut ainsi s'apprendre, ma démonstration en est la preuve, l'intrication comme la limite entraînant la décohérence, le chaos total apparent grandissant depuis 50 ans, devient explicable et évitable. Le formalisme est pris en flagrant délit d'incomplétude. Là où le record mondial de qubits parfaits intriqués est de l'ordre de 50, techniquement rendu parfait ou cloné, mon expérience produit une structure observable composée de milliards de milliards de milliards de particules, toutes naturellement stables, intriquées, dans deux corps premiers réels sous tous les angles, divisibles uniquement par 1 et par eux-mêmes, ayant pour partie réelle racine 0,5 ou une réalité invariante galiléenne totalement contre-intuitive passe, toute chose restant égale par ailleurs, violant une dizaine de principes fondamentaux, à commencer par le principe d'incertitude d'Heisenberg et le second principe de la thermodynamique. Là où deux logiques restent bloquées par ignorance, dogme et croyance, ma présentation permet de préciser au monde entier la racine du langage de la nature. Pourquoi, sans les lambdas, la taille autorisée de grand A et grand B avec les deux fentes, il ne se passe rien? Avoir une image mentale de ce que représente un rond ou un carré, c'est la morale du film. Observer en dimension 3 et plus, grâce à l'origami, une expérience galiléenne valable pour tous les points de l'espace-temps de l'univers. Une superposition d'états plus une intrication de milliards de qubits naturellement parfaits à toutes les échelles. Pourquoi il est interdit de chercher à observer, à violer, à trahir, à déplier les feuilles lors d'une superposition d'états, quand on n'a pas soi-même ses propriétés? Comprendre l'origine de la décohérence massive, du chaos depuis 2500 ans, dès lors qu'on ne respecte pas sous tous les angles le réel, tel que la loi fondamentale de la nature le conçoit. Seul contre tous, j'affirme qu'il existe bien un modèle sous forme d'une expérience galiléenne qui, par une bijection, est capable de rendre compte de toutes les corrélations sous tous les angles en même temps, qui combine les deux solutions du tiers exclu superposées en annulant les différences pour chaque point des deux mondes, au repos et ou excité à 0,5, qui est la solution de Riemann, avec deux précisions absolues ne nécessitant aucun test en plus. Refaisons donc ensemble les calculs historiques avec ma théorie et mon langage métamathématique infiniment plus précis que le vôtre. Le formalisme historique est très clair. Il est encadré d'une part par les inégalités de John Bell en 1964, qui dit clairement que toute solution locale à la Einstein est forcément encadrée entre 2 et moins 2. Et d'autre part, les expériences d'Alain Aspect de 1981, qui par la mesure démontrent qu'il y a violation
de ces inégalités, puisque 2 fois la racine carrée de 2, ça fait 2,82, 84. La discussion est close, le chemin des Galiléens est interdit. Refaisons ensemble le plongement isométrique des deux corps, la bijection d'un corps dans l'autre. En faisant une chute curviligne synchrone-asynchrone, ces deux corps premiers ont deux logiques 100% égales et 100% différentes en même temps. Le langage de la nature nous parle ainsi. La notion de vérité est radicalement modifiée. Alors la merveille de la pensée pure des Galiléens, elle va s'exprimer à présent, parce qu'elle permet, grâce à la géométrie et grâce à un concept, à un méta-concept, de pénétrer au cœur des plis du vide sans avoir à déchirer ou à entraîner une quelconque décohérence que ce soit. Un élément de réalité, une propriété de l'un, est à présent passé dans l'autre. Au début, nous avions petit a, petit b, où la racine carrée du petit carré correspondait exactement au diamètre du petit cercle. C'était moins racine carrée de 2. Et nous sommes passés à une situation grand A, grand B, où le côté du grand carré est maintenant strictement égal au diamètre du disque. Dit autrement, les deux résultats du formalisme sont parfaitement vrais en même temps, puisque tout est superposé dans les états intriqués, et nous avons bien d'un côté le grand carré qui a son côté composé de deux petits carrés, 2, et le disque, le grand disque, a 2 fois son rayon, qui correspond exactement donc au moins 2, puisque c'est l'antiparticule. Et en raisonnant de l'autre côté, en termes de racines, nous avons bien le grand carré, qui correspond à 2 fois la racine carrée unité du départ. Et nous avons une complémentarité avec la particule et l'antiparticule qui s'additionnent tout en étant négatives. Il existe bien un second chemin de la chute des corps qui boucle la boucle et qui dit exactement la même chose, 100% autrement. Le grand public comme la presse n'ont absolument pas conscience des implications cataclysmiques de cette image. C'est ni plus ni moins 2500 ans d'histoire de la chute des corps qui sont revus radicalement, et c'est surtout 120 ans de découvertes dans l'inframonde qui ont été introduites dans la vie courante, dans le réel, qui sont déclarées faux, décohérents et inconsistants. La question que je pose, c'est est-ce que tu ne l'as pas dit à un moment donné, mais si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui... Étaient violés, tu veux dire. Si oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, mais là... Plus gigantesque d'expérience. Oui, mais ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. C'était pas mon problème. Moi, je suis un expérimentateur. Une vérité technique totale n'est jamais une vérité galiléenne au sens de la nature. C'est un langage incomplet, incohérent, inconsistant, entraînant la décohérence totale. P est 100% égal et 100% différent de NP. Au milieu, il existe bien la racine, le pont inertiel qui annule en tout point la gravité des deux mondes. Riemann est démontré avec une double précision infinie, inattaquable par les techniciens. Et pour finir, la supersymétrie du langage de la nature apparaît. L'équation x au carré égale 2 est à présent résoluble par mes corps premiers. La conjecture de Goldbach et le théorème de Fermat sont démontrables. Les Galiléens sont les seuls à savoir où ils sont, à toucher la racine du langage de la nature, à faire du calcul massivement parallèle, en le prouvant plus en le démontrant. Ils ne sont duplicables, sans biais, qu'entre eux.
Persister à vouloir mal les copier, c'est perdre, réduire, casser, voler, trahir, en se donnant des propriétés que l'on n'a en réalité pas. C'est refaire en boucle l'erreur d'Alain Aspect sans avoir compris. Dit autrement, c'est ne pas être invariant, c'est toujours être en retard d'un temps et ne pas prendre en compte les lois d'une dimension occultée par la nature. Seuls les Galiléens peuvent s'extraire du référentiel. Le second théorème d'incomplétude de Gödel s'applique donc à 100% pour les mathématiques et la physique, qui ont un langage incomplet, incohérent et inconsistant. Pour l'IA, le numérique, le GPS, le faux quantique, la localisation d'Anderson, NISQ, c'est encore pire. La science académique non galiléenne est la seule langue à savoir qu'elle impose la décohérence. La racine de sa propre langue l'oblige donc à être non commutative, à se mettre à distance comme la philosophie l'a fait en 1604. Elle n'est plus habilitée à parler de la racine du langage, de la nature, du temps, ne peut plus garantir les calculs et la logique des IA, de la technoscience, des marchés, des normes et des états de droit. And the winner is Albert Einstein, tout en respectant le principe de complémentarité auquel tenait énormément Niels Bohr. Pour expliquer l'impensable, toute la question est: peut-on comprendre humainement au présent les esprits socratiques au lieu de les maltraiter? En gage de bonne foi vérifiable, toutes les galaxies sont soit des spirales, soit des ellipses rouges ou bleues, suivant ainsi ma logique de deux corps premiers, ronds et carrés, strictement égaux et différents. Toutes les étoiles de l'univers explosent sans exception à racine carrée de 2, soit à 1, 41, 42, 13, 56, 23, 730. Quelle que soit sa masse, sa taille, son espace et son temps propre, c'est ça un invariant galiléen. Ça dit des choses que le formalisme ne dit pas, et surtout, ça donne du sens à une histoire qui n'en avait pas. À ce stade, la science moderne a toujours répondu depuis 1632 « Je ne comprends pas, je ne vois pas ce que cela change, je n'ai aucune application concrète en tête ». Alors je vais donc vous éviter d'attendre un siècle en répondant aux 5 questions les plus contre-intuitives de l'histoire, pour que vous ne vous donniez pas des lauriers qui ne sont en réalité pas de vous. Premièrement, qu'est-ce qui change pour les invariants? La relativité d'Einstein et de Galilée. Ensuite, qu'est-ce qu'être mort ou vivant? Concrètement. Ensuite, quelles sont les applications de tout cela? Et pour finir, qu'est-ce qu'un rond plus un carré dans le vrai monde? Quelle est son image mentale? Qu'est-ce que la décohérence d'un grand système? Et quelle est la morale du langage, de la nature et de mon film galiléen? Vous avez tout votre temps pour mépriser, ignorer et refuser d'apprendre humainement à 0,5. Mais plus vous tardez, plus le temps vous jugera exponentiellement durement. En imposant le tiers exclu comme invariant, j'ai provoqué par mon système d'axiomes parfait, complet et cohérent un cataclysme logique. Mais dans le même temps, mon langage métamathématique, qui touche le réel continuellement pour un enfant de 10 ans, annule la chute. C'est cela le moteur de la nature, l'intrication qui fait passer l'information de petit a, petit b, égal et différent à grand B, grand A, plus vite que la lumière. Mes affirmations qui semblent floues touchent l'arithmétique et la géométrie fine de la nature.
sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on parle d'une idée d'un génie, il n'y en a que 5, qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on perd exactement? Je ne saurais pas dire. Hein. Eh bien voilà, je l'ai fait, Étienne Klein. Par contre, vous n'êtes humainement pas à la hauteur de ce que la vraie science galiléenne impose. Restez ouvert et pensez contre son cerveau. Vous ne m'avez pas respecté, comme moi je l'ai fait de vous. Incapable de reconnaître ce cadeau que je vous donnais, comme à Alain Cohn, qui est à la racine de vos propres langues. En sachant que je pourrais aligner 50 de vos plus grands piliers de vos interventions et les broyer en fines particules. Ce que vous voyez est ridicule à côté de ce que j'ai encore du grand livre. Vous voulez sauver la nature et éviter la guerre? Alors pensez contre votre cerveau et votre langue. Aidez-moi à faire passer la vraie lumière avant qu'il ne soit trop tard. Toutes les grandes superpuissances sont en train de passer le feu nucléaire, dans un sous-marin ou ailleurs, en automatique. Autrement dit, quand des critères sont réunis, il arrive une limite au-delà de laquelle il n'est plus possible de faire machine arrière. Autrement dit, la machine sera capable de rayer l'humanité de sa propre planète. Mon concept, mon théorème, est le seul qui impose la non-commutativité, qui impose une case vierge et qui la justifie. Quels que soient les arguments d'une superpuissance, plus aucune vérité unilatérale non galiléenne n'est recevable. Comme secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, veuillez enregistrer, Étienne Gis, officiellement à ce jour, mes axiomes et mon théorème de savoir aimer, le point carré à l'arrêt dynamique dans le vide qui n'est pas vide. Le dernier mur de l'ignorance, j'y étais. Depuis, je cherche le remède et le pont entre toutes les langues de l'humanité. J'ai toujours été reconnu comme différent et pourtant devant. Je tiens à remercier particulièrement Pierre Labrousse, c'est par lui que tout a commencé. Nicolas Grimaldi, homme parfait, génial, spécialiste de l'amour, en plus d'être expert en métaphysique et en philosophie ancienne. Et Axel Kahn, académicien des sciences. Je remercie également tous les amis. Emmanuel, sans lui, il n'y aurait pas eu de photos, qui sont très techniques. Les hommes, les femmes qui ont croisé mon chemin et qui, à des moments, ont pu capter des images, des instants qui sont retranscrits sans biais à travers cette vidéo.